Hop. Alors ça y est, le webinaire est ouvert et donc on a le nombre de participants qui est en train d'augmenter et les gens qui se connectent les uns aux autres, enfin les uns, après les autres plutôt. Bonjour à tous, bienvenue sur, ce nouveau webinaire. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. On va simplement attendre quelques minutes que, tout le monde nous rejoigne. Profiter du chant des oiseaux, notamment. Et puis on lance le webinaire juste après. Vous pouvez prendre 3 grandes respirations, vous asseoir confortablement et écouter tranquillement ces chants. Bonjour à tous. Je vois que le nombre de personnes qui se connectent augmente petit à petit. Donc, nous sommes 73 personnes connectées. On peut attendre une petite minute supplémentaire et puis commencer le webinaire si ça vous va. Alors, je vous propose qu'on se lance. Ça y est. Donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'ISMM. Webinaire intitulé L'appel de la forêt et la pédagogie par la nature. Et rapidement, pour me présenter, je suis Yannelle Kemarda, je suis chercheuse à l'Institut supérieur Maria Montessori. Et j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir nos 3 invités que sont Anne-Jeanne Etienne Bled Darmon, Isabelle Mayor et Assia Rabinovitz, qui sont entre autres toutes les 3 co-autrices de l'ouvrage L'appel de la forêt et qui sont spécialistes
à la fois des bienfaits et du travail que l'on peut faire à partir de la nature auprès des enfants et des méthodes pratiques aussi qu'on peut utiliser. Plutôt que de les présenter, je vais plutôt les laisser se présenter chacune leur tour et elles pourront vous en dire un petit peu davantage sur leur cursus et puis aussi sur ce qu'elles font au quotidien. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour à vous tous et merci pour votre présence et intérêt pour ce beau sujet. Et avant de me présenter, je voudrais vous partager ce que nous faisons à chaque fois, nous toutes les trois, Isabelle, Assia et moi, lorsqu'on se réunit en réunion pro ou perso. C'est notre petit rituel de météo du jour. On commence par notre pépite. Et donc, je vous partage, j'ai l'honneur de partager avec vous ma pépite du jour, d'aujourd'hui, enfin, c'est celle d'hier finalement, qui m'habite toujours. C'était le tapis bleu des jacinthes des bois hier dans la forêt. Parce que hier, c'était mon mercredi en forêt avec les enfants. Et c'était, j'ai encore en fait cette image dans les yeux. Et voilà, ça m'habite encore. C'était vraiment un ravissement pour les yeux. Mon épine, c'est aujourd'hui, j'avais prévu d'imprimer des documents pour ce webinaire et j'avais plus d'encre. Donc voilà, c'est ma pépite que je vous partage. Mon épine, pardon, que je vous partage. Et ma gratitude, pour terminer dans notre petite météo, c'est justement la météo actuelle qui oscille entre le beau, très beau soleil parfois et la pluie et qui laisse apparaître en fait des arcs-en-ciel régulièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et en fait, hier, tout simplement, je me suis arrêtée sous la pluie battante. J'étais trempée, juste pour regarder un arc-en-ciel. Et j'ai ressenti que j'étais reconnectée à ma joie enfantine. Et d'être mouillée, ça m'a reconnectée avec le vivant. Je savais très bien que je n'allais pas avoir attrapé froid, puisque j'allais rentrer chez moi juste après, donc je n'étais pas dans la peur. Et c'était vraiment hyper agréable, ce moment-là, arrêté sous la pluie, alors que les gens me regardaient d'ailleurs en me prenant pour une folle. Mais c'était aussi rigolo, ça, justement. Voilà, ça, c'était vraiment ma gratitude de ressentir ce vivant et d'être dans cette joie enfantine. Et donc, je m'appelle Anne-Jeanne Etienne Bled. J'ai grandi à la campagne. Et j'ai passé la plupart de mon temps quand même dehors, à construire des cabanes avec ma sœur et mes cousines, et à écouter la nature, et à observer les arbres. J'ai toujours eu une fascination pour les arbres. Et je ne me rendais pas compte finalement de ce luxe, bien sûr. Et quand j'étais jeune adulte, j'ai fait mes études à Paris, et j'ai toujours eu besoin quand même d'une petite piqûre de verre régulière, et ça m'allait. Mais dernièrement, quand même, j'ai quand même eu besoin de m'y retrouver un peu plus. Et c'est mon fils qui m'a reconnectée à la nature. Merci à lui, gratitude. J'ai 3 enfants, d'ailleurs. J'ai commencé ma vie professionnelle dans la publicité. J'aimais beaucoup le côté créatif. Mais à la naissance de mon premier enfant, c'est pas très original, hein, j'ai changé ma vision de vie. Et comme ça arrive à certains. Et je suis devenue éducatrice Montessori. Et aujourd'hui, je suis toujours éducatrice Montessori, toujours passionnée justement par cette pédagogie. Mais parallèlement, je suis aussi éducatrice nature et passeuse de nature. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des écoles Montessori dans la mise en œuvre de la pédagogie en aidant les équipes dans l'analyse de leurs pratiques et en leur proposant un suivi pédagogique. Et aussi, j'ai monté mon activité qui s'appelle Pouce, donc vraiment avec la notion de pouce que les enfants font quand ils jouent pour dire stop, je veux faire une pause dans mon quotidien et dans la nature. Et je propose des animations nature et Montessori aux familles le week-end, à des stages pour les enfants à chaque vacances, des anniversaires nature, des mercredis en forêt avec l'appel de la forêt. Et bien sûr, des sorties écoles à chaque saison tout au long de l'année, ça c'est très important. Voilà, et avec plaisir de partager cette expérience qui nous transforme. Merci. Merci Anne-Jeanne. Assia, Isabelle, je vous laisse. Isabelle. Bonjour à tous. Alors moi, merci Anne-Jeanne pour ta proposition de partager une pépite et une épine. Ma pépite, c'est que je suis en stage sur les arts ancestraux avec toutes sortes de personnes avec qui je me forme à la connexion à la nature depuis 3 ans et avec qui je chemine régulièrement depuis 3 ans. On grandit ensemble. Et là, je suis juste avant l'appel, j'étais en train de faire de la sculpture sur bois.
Et on testait différentes essences d'arbres pour voir comment ils se comportaient, ceux qui sont plus tendres, plus durs, comment ils pouvaient être utilisés. Donc voilà, ma pépite, c'est d'avoir la chance de pouvoir vivre ce moment, on va dire, un peu en village où on pratique plein d'arts ancestraux. Et mon épine, on va dire, c'est de ne pas pouvoir entendre vos voix, en fait, et de ne pas pouvoir écouter les vôtres parce qu'on n'a peut-être pas le temps et pour des raisons techniques. Donc, c'est de ne pas pouvoir nourrir cette curiosité-là. Et je suis pleine de gratitude pour les oiseaux qui nous offrent tous les jours leur chant, notamment le matin et dans cette belle saison, et pour la préciosité en ce moment des fleurs qu'on voit apparaître partout, leur texture tellement douce, tellement fine, tellement délicate, et en même temps, il y a une force dans cette nature qui est émouvante. Voilà. Et donc moi, en fait, je suis réalisatrice de films. Et c'est comme l'a dit Jeanne aussi, j'ai aussi été très en contact jeune avec la nature, bien que je vivais en ville. Mais pendant les vacances, périodiquement, ma grand-mère habitait un peu à la campagne, donc j'avais quand même un lien finalement à la nature, et j'habitais en fait en Suisse, donc je voyais les montagnes et le lac, donc c'était quand même des éléments très forts. Et c'est vrai qu'ensuite, ça fait 15 ans que j'habite à Paris. Et en fait, c'est aussi à la naissance de ma fille que j'étais déjà très engagée dans l'écologie, toutes les questions sur comment est-ce qu'on peut rendre ce monde vivable pour les générations futures. Et je cherchais des solutions, je cherchais quelle était ma place là-dedans. Et grâce à cette recherche, notamment sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre pour les générations futures, j'ai trouvé cette pédagogie autochtone en fait des H-Hills. Et là, j'ai vraiment découvert pour moi, en tout cas, ce qui m'a apporté la réponse en fait sur comment transmettre, en fait, de quelle façon pour que ça soit ludique, profond, et que ça nous permette aussi de construire un monde plus équilibré et sain pour nous et tous ceux à venir, en fait. Donc voilà, et donc j'opère tant auprès des enfants pour des associations avec des sorties nature, de connexion à la nature, que en continuant ma pratique je fais un film documentaire sur le sujet au Canada. Voilà. Merci. Asia? Eh ben, merci à vous. Alors, ma pépite, c'est en ce moment tous les matins ou quasiment quand je me réveille, je vois les montagnes autour de moi et qui sont saupoudrées encore d'un tout petit peu de neige. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas car donc moi je vais faire à l'envers, j'étais parisienne et je suis installée depuis 6 mois en Savoie, donc je découvre tous les jours des nouvelles choses. Et donc ma pépite, c'est les montagnes qui se recouvrent de neige, les sommets tous les matins, alors qu'en effet on est en plein printemps en bas de la montagne. J'ai pas d'épines sur le moment. Et ma gratitude, je dirais que je la vois dans le fil là, de discussion. Voilà, ça m'a rempli de joie de voir vos réactions sur les chants d'oiseaux, de voir que ça en avait touché plusieurs et que vous aviez commencé à réagir là-dessus. Donc, ton épine, Isabelle, c'était de ne pas pouvoir voir en effet les participants. Bah, malgré tout, voilà, on a ce lien qui me réjouit. Et moi, bah, j'ai 2 activités également. Je travaille dans l'édition et j'ai fondé l'association L'Appel de la Forêt il y a 3 ans maintenant voilà, pour reconnecter les enfants, et notamment ça avait commencé par les petits urbains les reconnecter à la nature. Et donc on s'est lancé dans l'aventure avec Anne-Jeanne et Isabelle. On a co-construit ces sorties du mercredi. Moi aussi, la reconnexion à la nature est venue alors pas à la naissance de mes enfants, mais au bout de quelques années. Plus j'allais en nature avec eux, plus je réalisais que c'était ça dont ils avaient besoin et là qu'ils étaient bien et qu'on était bien ensemble. Et donc je me suis formée à la pédagogie par la nature. Et aujourd'hui, voilà, j'ai accompagné donc les mercredis en forêt en région parisienne. Je vais commencer à en accompagner en Savoie, donc je suis dans la joie pour ça aussi. Et j'accompagne également les écoles dans la mise en place de la classe dehors
vraiment soutenir, que ce soit un élan global et pas que sur des petites… parce qu'on reste malgré tout sur du ponctuel quand on est sur des sorties avec les particuliers. J'espère vraiment avec l'éducation nationale, voilà, plus je vois des enseignants, des éducateurs emmener les jeunes dehors, plus ça me réjouit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Assia. Alors, vous êtes toutes les trois autrices d'un ouvrage qui s'appelle L'appel de la forêt. Et donc, du coup, pour commencer, j'aimerais bien vous poser la question de pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre-là? Quels sont les enjeux pour vous soulevés dans le livre et surtout, quels sont les enjeux pour les enfants, pour l'éducation, pour le système scolaire? Vous l'avez un tout petit peu effleuré ici, mais vraiment, quelles sont les motivations dans l'écriture de ce livre? Et puis, une autre question aussi qui va avec, c'est, vous l'avez appelé l'appel de la forêt. Est-ce que ce sont des choses que vous proposez dans le livre, des activités que vous proposez qui ne sont possibles que dans la forêt? Mhm. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, je vais commencer par la dernière question, parce qu'elle est très simple. La question est non. C'est des activités qu'on peut faire partout. On invite, et tout ce grand mouvement, nous, on fait partie en fait d'un grand mouvement de reconnexion à la nature. On dit bien, ça peut être dans un petit square, ça peut être le long du chemin quand on va à l'école, on voit un pissenlit qui pousse entre un mur et le trottoir. C'est absolument partout. Donc, les activités qu'on propose peuvent être en intérieur, en extérieur, en pleine forêt, comme dans un petit bout de jardin. Et donc, sur le pourquoi du livre, ensuite, je laisserai la parole à Isabelle. Voilà, c'est vraiment pour encourager les éducateurs, quels qu'ils soient, hein, dans des structures ou en famille, à sortir par tous les temps. On donne aussi plein de conseils sur comment s'habiller, comment être bien en nature, comment s'écouter. Et donc, on est passé par des propositions d'activités. On est passé par des propositions de reconnexion à la nature, plein de petites routines qu'on va vous détailler plus tard, et d'activités pour donner un soutien au fait d'aller dehors le plus souvent possible. Et je laisse la parole à Isabelle. Notre envie, c'était de s'adresser effectivement à des professionnels, mais aussi aux parents, aux grands-parents. Notre rêve, ça serait que les gens, peut-être à la sortie du travail, aillent pendant la pause déjeuner pratiquer des jeux ensemble peut-être, ou des instants de connexion plus méditatifs, sensoriels avec les éléments du vivant qui les entourent. Enfin voilà, on a vraiment envie de… C'est vrai que le livre est peut-être moins axé directement pour les adolescents et encore, mais c'est vrai que c'est vraiment… On s'est dit de 0 à 120 ans, enfin en tout cas on avait cette intention de pouvoir toucher tout le monde, parce que pour nous, il s'agit de réenchanter le monde, de proposer des solutions aux défis écologiques par la beauté, en fait, par le lien, par la curiosité, par la joie, par le jeu, en fait. C'était vraiment des choses très importantes pour nous. Pas de jugement, en fait, des choses très, très accessibles. On n'a pas… Moi, avant, j'avais l'impression d'avoir rien fait de mes 10 doigts. Je me sentais pas sûre de moi, et ça vient petit à petit. On apprend, donc on a voulu en même temps pouvoir dire qu'il y avait des activités avec peut-être des plus grands challenges où on peut aller beaucoup plus loin, mais où si on se sent pas forcément à l'aise, eh ben, c'est OK. On est accueillis comme on est, et petit à petit, avec le temps, on chemine. Donc, on a vraiment essayé de trouver des activités qu'on trouvait peut-être pas dans tous les livres, parce que ces activités viennent de nos expériences. On en a même inventé pour cet ouvrage, ou de différentes sources. Mais voilà, vraiment avec cette idée d'être le plus inclusif possible, en fait. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous, à nouveau, parce que pour nous, il s'agit aussi d'un message, comment dire, sociétal, en fait. On a vraiment envie que les enfants et même les adultes puissent passer de plus en plus de temps dehors, connectés au vivant, pour apprendre à le connaître, apprendre à stimuler la créativité qui va avec, le vivre ensemble qui va avec, et petit à petit, comme ça, d'insuffler une société plus respectueuse, en fait, de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Parce que tout est lié entre voilà, l'intérieur et l'extérieur. C'est un vrai Et partage aussi, d'expérience, de notre propre expérience, parce qu'elle nous a transformés et que nous, on vous le souhaite. En fait, c'est ce qu'on vous souhaite.
Voilà. Et Oui, c'est vrai merci qu'on Anne-Jeanne. on voulait aussi dire que c'était vraiment la notion de prendre soin de la nature. Ça passe aussi par prendre soin des humains, donc de soi et des autres vivants. Alors, êtres humains, et aussi des autres vivants, bien sûr, du plus petit au plus grand, et du plus proche au plus lointain. Parce que bien sûr, on parle de la nature, mais on parle des humains aussi ensemble. Voilà, c'est important. Et on en parlera aussi après, mais la nature a des vertus irremplaçables, Oui, si je pourrais ainsi dire, pour le développement de l'enfant et oui. même pour les adultes, en fait. Donc, c'est aussi ça qui nous a motivés à mettre notre énergie dans l'expérience et la transmission de cette connexion. Merci beaucoup. Alors, je vais partager justement une slide qui, je sais, vous tient à cœur. Est-ce que vous voyez la slide? Ça s'affiche? Oui, super. Et alors, j'accompagne cette slide d'une question que j'aimerais vous poser, qui est quels sont justement les bienfaits de la nature? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça a vraiment des bienfaits ou est-ce que ce sont des idées reçues? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous apporter? Alors, avant d'y répondre, moi, nous souhaiterions, toutes les trois d'ailleurs, on a bien sûr réfléchi tout ça ensemble, que chacun, si vous êtes OK, réponde spontanément dans le discussion. Qu'est-ce que pour vous, quels seraient pour vous les bienfaits de la nature? Déjà, avant tout. Parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Vous avez aussi les réponses. Et en fonction de vos réponses, justement, nous, on va interagir. Alors, n'hésitez pas à taper les choses dans le chat directement. Je sais que le chat habituel n'est pas accessible, mais par contre, vous avez accès aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les questions-réponses directement. Et puis, j'en profite aussi pour faire un appel. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette discussion que l'on va avoir. L'idée étant non pas d'attendre la fin de la discussion pour poser toutes les questions, mais aussi de les intégrer justement et de faire en sorte que le webinaire soit très interactif. Voilà, et c'était vraiment notre souhait à toutes les trois. On parle du vivant et on souhaite que ce soit vivant. Voilà, c'était vraiment important. Tout à fait. Alors, je vois qu'on a déjà quelques réponses qui commencent à sortir. Donc, on a le ressourcement, se connecter avec soi. C'est tellement fondamental, nous dit Laurence de Pérou. Effet apaisant, revivifiant, déstressant, réoxygénation, apaisement, une reconnexion avec soi, un apaisement, cultiver l'empathie, reconnexion avec soi, avec les animaux, les plantes, les arbres, le calme, la sérénité, la sécurité. Alors, apaisement, émerveillement et instant présent, détente, relaxation. Valérie Bernard nous dit que la nature me calme, me permet de m'échapper du réel et de retrouver l'émerveillement. C'est ressourçant, apaisant, vivifiant, ça nous permet d'être en contact avec nos sens. Apaisement, enracinement, le terme d'apaisement revient beaucoup. Se recentrer, s'ancrer, s'émerveiller. Alors, Maud Giraudot nous dit que la nature est un environnement naturel, complet de l'humain. Et donc, être dans la nature, c'est comme développer l'être au complet. À nouveau, c'est apaisant, énergisant. On se reconnecte avec le réel. C'est pour une bonne santé mentale, un équilibre. La forêt, la nature en général, c'est aussi respirer que du bonheur, mais aussi la mer. La baisse du taux de stress, la régulation des rythmes cardio-respiratoires lors du contact avec la nature. Créativité, paix intérieure, calme, bien-être, lieu de découverte, d'expérimentation très riche. Apprendre à connaître le vivant pour mieux le respecter, faune comme flore. Bouffée d'oxygène, gratitude, empathie, confiance. Faire le vide. À nouveau, on va retrouver l'oxygénation de l'organisme, un équilibre acido-basique. Alors, Marilène dit que la nature est pour elle l'essence même de la vie, la reconnexion, la paix, c'est le cycle de la vie. Travailler dehors permet immédiatement de respirer et d'accéder à plus de conscience du moment présent. La paix, la tranquillité, la paisibilité, le sens du toucher, la joie, le calme, la sérénité. Le contact avec la nature permet d'être moins stressé
Peut-être parce que c'est plus facile d'être soi-même quand il n'y a pas de mur. On peut parler fort, courir, respirer. Un bien-être vivifiant, mais un stress des insectes sur soi. Je partage, j'avoue. L'abondance, écouter, retour à l'enfance, moment présent, observer, comprendre, la beauté, la richesse des expériences sensorielles et la qualité du lien à soi, à son environnement, aux autres, les bienfaits de la nature, apprendre à écouter soi-même et les autres, le respect, le soin, s'émerveiller pour les choses simples du quotidien avec le regard d'un enfant, la liberté, le contact avec l'énergie que habite l'univers. Pardon. Je vois qu'il y a 2 dernières propositions qui sont: ça stimule les sensations, développe l'imaginaire, augmente la capacité de concentration, développe la motricité, l'indépendance, la confiance en soi, le renforcement du système immunitaire, baisse du stress. Ça permet d'explorer. Et puis, on va avoir les termes aussi de créativité et sens de l'observation qui viennent sur la dernière proposition. Eh bien, merci. Merci pour tous ces regards et pour tous ces partages. C'est vrai que ça apporte des bienfaits. On pourrait continuer comme ça. La liste est longue, hein, finalement, à dire. Voilà, on pourrait vraiment approfondir chaque chose. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étonnamment, alors qu'on sait tout ça, en tout cas nous, entre nous, là, on se rend compte quand même d'un vrai syndrome du manque de nature. Et qu'aujourd'hui, finalement, 40% des enfants ne jouent pas en plein air pendant les jours d'école. Et que finalement, les enfants, on se rend compte que beaucoup d'enfants passent moins d'1 heure par jour dehors. Et s'il faut un constat triste, finalement, c'est moins qu'en prison, parce qu'ils passent 1 heure par jour dehors. Alors que vraiment, les bienfaits sont vraiment importants. Alors nous, on a essayé de les classer, ce qui est difficile à classer finalement, mais on a essayé quand même, entre bienfaits physiques, bienfaits psychologiques et bienfaits l'apprentissage sens social. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de meilleur sommeil, meilleure immunité. Et il a été vraiment avéré des choses, ça prévient contre la myopie, les allergies, les maladies cardiovasculaires, le système digestif. On a une petite anecdote à ce sujet d'immunité, c'est que quand on a commencé nos sorties de soirée en forêt, le mercredi, les parents au départ ne donnaient pas leurs enfants, il est malade, il ne peut pas venir avec vous parce qu'il est malade ce jour. Aujourd'hui, c'est génial, on entend l'inverse, il vient parce que justement il est malade et on sait que ça va lui faire du bien. Donc rien que ça, c'est super, quoi. On voit vraiment l'évolution. Il y a un rééquilibre, ça c'est intéressant, un rééquilibre par rapport au virtuel, trop de virtuel, et donc là on rééquilibre puisqu'on est dans le réel. On a bien sûr toute l'anxiété, comme vous disiez, la notion d'apporter la joie. Et c'est vrai qu'il a été prouvé scientifiquement aujourd'hui qu'il y avait des éléments qui circulaient dans l'air, en nature, qui agissent sur notre bien-être. Vraiment. Ça apporte le vide de l'esprit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit ça. Et c'est vrai qu'en fait, on fait la place au neuf quand on est dans la nature. Et il y a un vrai rapport entre l'attention active et l'attention passive. Et en général, dans la vie, on est dans l'attention active, dans toutes nos concentrations. Et là, on laisse la place, on l'enlève. Et on peut être dans une attention passive qui est tout aussi nourrissante. On baisse l'hormone du stress, bien sûr. Très important pour les enfants, la possibilité de s'ennuyer. On oublie ça avec toutes les occupations. Et grâce à l'ennui, l'enfant finalement découvre un espace de liberté qui n'est pas contrôlé par les parents. Et ça, c'est vrai, c'est une richesse. Et il apprivoise la solitude, qui renforce finalement la confiance en lui et qui aussi développe son imagination, son autonomie, son autodiscipline et sa concentration. On a l'estime de soi, bien sûr, dont vous avez parlé. Merci. Et l'estime de soi, elle est vraiment mesurée pour nous, pour les enfants en tout cas, sur la notion justement de se dépasser, de dépasser certaines peurs, d'avoir des risques mesurés, puisqu'on nous proposons des risques mesurés dans nos activités. Et aussi la notion de connaître son environnement, parce qu'à force, ils le connaissent de plus en plus, et ça renforce la confiance en soi. Ça, c'est très montessorien, un environnement préparé pour renforcer la confiance en soi. Là, vous avez parlé aussi de rendre créatif, et c'est vrai que c'est très, très... finalement, la nature est tellement créative que on est un petit peu happé par cette création et on rentre dedans. Et il y a une phrase qui nous plaît pas mal, c'était une phrase de Einstein qui disait la créativité, c'est jouer avec son intelligence,
Et c'est vrai que là, on s'en rend compte quand on voit les enfants, et ben, tac, 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 ça part dans tous les sens et on voit qu'ils jouent avec leur intelligence, quoi. C'est les petites neurones qui se connectent tout le temps. Et en plus, la créativité est quand même bien utile de nos jours, quand même, pour rebondir, quelle que soit la situation. Et je pense que nous pensons d'ailleurs que pour les enfants, ça sera bien intéressant de pouvoir rebondir en général. Et la notion de créativité, on peut faire un parallèle aussi avec le vivant dans la nature, sur l'importance des variables finalement dans la nature, puisque tout change régulièrement. Et donc, il y a le degré d'inventivité qui doit aussi s'adapter pour les enfants. Et donc, la meilleure des adaptations, le meilleur, on va dire, exemple d'adaptation et de résilience qu'on ait à observer, c'est vraiment la nature. Et on a vraiment à apprendre de ça. Ça pourra toujours nous aider tout le temps d'observer cette nature. Et par rapport aux apprentissages et au sens social, on a vraiment, vous en avez parlé, le développement de l'attention, etc. Prendre du recul, réfléchir, rentrer dans des notions parfois de fascination, d'observation très, très poussée, de déduction, parce que quand on observe aussi, on déduit beaucoup. Il y a un vrai développement du système cognitif aussi. Développement du sens social, on s'est vraiment rendu compte que l'entraide, l'esprit collaboratif, l'empathie, les émotions rejaillissaient beaucoup en nature. Et la résolution de conflits aussi, ça c'est vraiment important, on s'en rend vraiment compte. Également, ça annule la hiérarchie sociale. C'est vraiment, il y a une vraie richesse. Hein. Là, je parle vraiment des enfants, mais avec les adultes aussi. Hein. Et bien sûr, il y a des développements des comportements écologique, parce que finalement, après avoir vécu des expériences fortes et positives dans la nature, ça a créé une empathie envers le vivant et il y a un vrai sentiment d'appartenance, de se sentir chez soi dans le monde. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Et on se rend compte aussi que les enfants qui évoluent dans un environnement vivant, finalement, ils sont attirés par des missions de vie, des métiers dans le vivant. Et ça, c'est aussi beau à voir. Voilà. Et bien sûr, très important, et ça on vous en parlera après, encore plus, mais cette notion de jeu libre qui est vraiment capitale dans la nature, qui décuple les effets justement positifs de la nature, grimper aux arbres, le choix libre, l'équilibre, bien sûr, jouer au bâton, la gestion de conflits, tout ça en fait, dans tous les bienfaits dont on vient de parler tout à l'instant, ils se retrouvent dans le jeu libre, vraiment l'importance du jeu libre. Et c'est important de le souligner de notre part, puisque nous proposons des activités, mais nous donnons beaucoup d'importance au jeu libre aussi. Voilà. Merci. Alors, avant de passer à la suite, Déborah pose une question dans le chat et demande, quand vous parlez de nature, est-ce qu'il y a une différence entre dehors, j'imagine que c'est être dehors, et du coup, cette notion de nature? Je veux bien essayer de répondre. Je dirais à la fois oui et non. C'est-à-dire que on promeut déjà le fait, en effet, d'aller dehors. C'est-à-dire que dehors, se confronter aux différents éléments, pouvoir, comme disait, comme partageait Anne-Jeanne en ouverture, être dehors même sous la pluie, que les enfants déjà s'habituent à être dehors et ne soient pas enfermés dans des pièces toute la journée, c'est déjà un premier pas. Ensuite, comme on le développera un tout petit peu dans la partie suivante, c'est vrai que l'idée, c'est d'être dans un lieu naturel le plus riche possible. Mais ensuite, on fait avec ce qu'on a. Donc, le dehors, c'est déjà mieux que le dedans, mais la nature, c'est encore, à mon sens, et je pense que Anne-Jeanne, Isabelle, il faut dire si vous êtes d'accord, il y a, comme on disait, cette foultitude, c'est le dehors qui n'est pas maîtrisé par l'être humain, ou très peu, le moins possible maîtrisé par l'être humain. Et c'est là qu'évidemment que les enfants peuvent donner le plus libre cours à leur créativité. Merci. Alors, Isabelle? Oui, pardon. Oui, il y a Jean-Claude Catry qui a créé une école au Canada qui s'appelle Wisdom of the Earth, qui dit que pour lui, ce qui est important, idéalement, après, je rejoins évidemment complètement Assia, sortez par tous les temps où vous soyez. Moi, j'ai fait des ateliers sur des terrains vagues où il y avait à peine 3 brins d'herbe. Et on a la créativité des enfants, les apprentissages sont là malgré tout. Il y a toujours des choses à expérimenter. S'il y a de la terre et des cailloux, c'est bon. Et il y en aura probablement à un endroit.
et quelques brins d'herbe, mais il explique que pour lui, ce qui est très important dans l'idée aussi de sauvegarder le sauvage, c'est qu'on puisse se confronter à des êtres qui sont pleinement dans leur libre arbitre. Une plante qui pousse sans être... Enfin, le potager, c'est formidable aussi, mais une plante naturelle qui pousse ou un animal qui passe, il est dans son libre arbitre. Et c'est ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir à l'intérieur, en fait, de comment on se positionne, qu'est-ce qu'on apprend de ces êtres qui sont dans leur liberté. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça que la forêt, notamment, est un espace assez idéal, parce que même si ce n'est pas des forêts primaires, malgré tout, il y a de la liberté, les arbres s'expriment. Enfin, voilà, il y a ce côté plus où l'homme n'a pas tout dompté. Il n'y a pas un contrôle, en fait, de l'homme. Enfin, en tout cas, il y a moins de contrôle de l'homme. Merci. Et alors, Isabelle, je sais que tu voulais poser une question aux personnes qui sont dans l'Assemblée. Je ne sais pas si tu vois, je viens de changer de slide. La question, c'est est-ce que vous avez envie de partager un souvenir en nature ou un ressenti? Donc, sentez-vous libre de le faire aussi dans les questions-réponses, qu'on puisse échanger à ce propos-là. Et je dois noter, je m'excuse, on a oublié de le dire alors qu'on avait prévu en début de séminaire que je devrais malheureusement partir vers 19h. Donc, il me reste environ 20 minutes, peut-être un petit peu plus. Je peux un peu déborder, mais pas beaucoup. Voilà. Je suis vraiment désolée, en fait, mais je suis prise dans un processus où voilà, c'est pas... Enfin, voilà, veuillez me pardonner de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous voulez partager un souvenir de la nature, un souvenir, un ressenti? On va laisser peut-être cette question un petit peu en suspens le temps que les uns et les autres puissent y répondre. Je vois qu'il y a des réponses qui commencent à arriver, notamment le fait de grimper aux arbres, même encore adulte. J'aimerais encore y monter. C'est une première réponse et puis je laisse les autres arriver. Le temps passe moins vite dans la nature. Effectivement, tout est relatif. Alors, peut-être Isabelle, Assia et puis Anne-Jeanne, je rebondis aussi sur une question qui a été posée juste avant, qui disait qui demandait est-ce que vous avez connaissance d'une étude canadienne, l'école dans la nature, qui préconise que les enfants aient cours au sein même de la forêt. Et nous, on avait prévu aussi d'échanger autour des forest schools, notamment. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si cette question est directement reliée justement aux forest schools. Et puis aussi, peut-être, quelles sont les pédagogies que vous faites intervenir, vous, dans vos ateliers? Comment est-ce que les uns et les autres peuvent s'appuyer dessus, peut-être, pour développer de nouvelles choses aussi, de nouvelles pratiques? En effet, on va répondre à ces questions sur les pédagogies et sur les forest schools. Ça va venir juste après ce petit moment de partage sur un souvenir en nature. Je voulais juste te dire que si on avait posé cette question et si on vous invite à y répondre, c'est parce que on a vraiment envie de soutenir le fait que partager ces histoires, partager ce qu'on vit en nature, c'est extrêmement important. Et écouter un enfant qui raconte ce qu'il a vécu en nature, c'est extrêmement important. Euh, c'est pas avoir ah, t'as vu un petit coléoptère? Ah oui, d'accord, mais bon, viens, on va faire le goûter ou viens, faut prendre la voiture. Ah, t'as vu un petit coléoptère? Et il va raconter tout ce qu'il a vu sur le petit coléoptère. Et de vous entendre, vous aussi, partager vos souvenirs en nature, ça va les nourrir. Et c'est ça qui va vraiment ancrer l'expérience également. Donc la verbalisation, le partage sont tout aussi importants que les expériences en elles-mêmes. Comme nos ancêtres autour du feu qui Voilà. racontaient leur partie de chasse ou pas, ou leur jeu, enfin vraiment leur partage. Les jeunes entendaient les vieux et c'était vraiment très riche. Ouais, c'est vrai. Merci. Je vois qu'il y a plein de partages là sur vos expériences, sur vos souvenirs en nature. Merci pour tous ces partages. Est-ce que ça vous va si on commence sur les pédagogies puisque Isabelle doit bientôt nous quitter et qu'on reprend les souvenirs après? Vous êtes OK? Oui, je voulais juste partager quelque chose peut-être avant là-dessus, parce qu'évoquer ces souvenirs d'enfance, en fait, c'est quelque chose qui peut être très connectif, mais aussi très douloureux. Parfois, il peut y avoir des souffrances, parce que parfois, on nous a interdit de grimper aux arbres, parfois, on nous a fait peur avec des éléments de la nature, parfois, il y a eu des expériences plus douloureuses aussi. Donc, toutes ces expériences-là, c'est important aussi de les accueillir, qu'elles aient leur place.
Et en fait, c'est vrai que parfois, quand il y a des endroits où on n'a pas pu vivre pleinement cette connexion spontanée, instinctive qu'on a, par exemple, de grimper aux arbres, eh ben, c'est important d'accueillir l'émotion et pouvoir petit à petit essayer de refaire ce chemin parce qu'on a tous notre enfant intérieur qui est là et vraiment d'en prendre soin tant dans la joie que parfois des moments plus tristes parfois. Et ce chemin de reconnexion amène à essayer aussi de vivre et d'accueillir pleinement toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. Donc, je vous invite là à vraiment voilà, vous connecter à votre cœur et à être plein d'empathie pour vous-même. Et j'espère que vous aurez plein de choses vraiment joyeuses à nous partager, mais si à la lecture, ça peut peut-être vous évoquer d'autres émotions, eh bien, elles sont les bienvenues. D'autant plus que dans la nature, ça peut vraiment faire rejaillir des émotions. C'est important à le souligner. Parce qu'on a toujours le côté, dans la nature, c'est là où on se sent bien, etc. Tous les bienfaits dont on a parlé. Mais ce n'est pas négatif aussi, justement, de faire ressortir des émotions, justement pour les exprimer. Mais on s'en rend vraiment compte avec les enfants aussi, ça. Merci. Et donc, Et c'est pour ça que d'avoir des pédagogies, ça peut aider justement pour apprendre à accueillir ça en étant plus en paix et pouvoir avoir des outils. En fait, c'est aussi ça qu'on a essayé de transmettre dans le livre. C'est comment laisser une liberté, mais avec un cadre sécurisant aussi. Et alors justement, en termes de pédagogie, quels sont les outils que vous utilisez? Quel type de pédagogie vous utilisez? Je sais que vous utilisez des choses très différentes toutes les trois. Voilà, très, très différentes et très complémentaires et qui ont beaucoup de liens profonds en réalité. Donc, pour répondre à la question sur l'étude canadienne, moi, je la connais pas. On n'avait pas échangé dessus, en tout cas, toutes les trois. Il y a beaucoup d'études qui montrent que faire classe dehors et que l'école dans la forêt est extrêmement positive. Mais celle-là, en l'occurrence, je ne la connais pas. C'est vrai que nous, voilà, on fait partie du mouvement des forest schools, les écoles en forêt, qui peuvent être ou des écoles à 100% où tout l'enseignement se fait en extérieur, comme c'est très pratiqué dans les pays nordiques notamment. En France, il y a peu d'écoles qui soient 100% en forêt, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Elles commencent notamment avec des maternelles. C'est plus sous forme d'ateliers, comme ce que nous, on met en place par exemple sur les mercredis, avec des sorties qui sont récurrentes en nature. Et donc, nous, les trois pédagogies sur lesquelles on s'est appuyé sur lesquelles on s'appuie pour construire nos sorties, on va chacune présenter celle sur laquelle on s'est principalement formé. Donc, il y a la pédagogie par la nature, les H-Shields que va présenter Isabelle, et la pédagogie Montessori adaptée à la nature. Donc, la pédagogie par la nature, c'est le pendant français, c'est la traduction française de ce qu'on appelle communément les forest schools. Et elle s'appuie sur 7 piliers. 7 piliers qui sont le jeu libre, donc, comme l'a présenté Anne-Jeanne, parce que par le jeu libre, les enfants vont naturellement aller vers ceux qui les intéressent et les accompagnants sont là pour soutenir, pour étayer leur découverte. Les sorties doivent avoir lieu dans un lieu naturel inspirant. Donc, c'était une des réponses à la question du chat. Le plus inspirant possible. Il faut que ce soit des sorties récurrentes. C'est-à-dire que c'est pas la sortie en fin d'année dans les bois. Ça, c'est pas de la pédagogie par la nature. L'idée, c'est la récurrence, c'est de revenir toujours au même endroit, c'est d'établir des rituels, et c'est que les enfants créent des liens avec un lieu qu'ils connaissent et qu'ils connaissent à chaque saison, chaque semaine, ça change et qu'ils observent tout cela. C'est le participant qui est au cœur des pratiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir de l'enfant et de ses intérêts. On ne va pas venir avec un programme imposé de l'extérieur. L'adulte est là pour étayer, avec la présence d'un adulte formé. On forme aussi à la prise de risque mesurée, c'est-à-dire qu'on accompagne les enfants dans les maniements d'outils, dans la grève d'arbres, dans l'équilibre. Le risque n'est pas écarté, le risque est étudié et mesuré en fonction du degré de risque. On accompagne les enfants et on recherche pas un résultat. On ne va pas essayer de faire la plus belle œuvre du monde. Ce qui nous intéresse, c'est le processus. Voilà les 7 piliers de la pédagogie par la nature et que nous, on essaye de notre mieux parce que nous aussi, on est en chemin d'accompagner les enfants. Donc, je passe la parole, c'est Isabelle qui va vous parler des H-Shields.
Merci. Et oui, je laisserai Anne-Jeanne parce qu'elle va vous dire une petite chose justement qu'on a trouvé extraordinaire sur la façon dont nos trois pédagogies ou approches en fait ce dialogue entre elles. Mais je laisserai Anne-Jeanne ce plaisir. La pédagogie H-Shields, en fait, c'est une pédagogie qui vient des États-Unis, qui en fait vient de lignées en fait notamment amérindiennes qui enfin qui ont été transmises notamment à plusieurs personnes, dont une personne qui s'appelle Tom Brown, qui a créé une école qui s'appelle la Tracker School. Donc c'est une école qui apprend le pistage notamment animalier, et à travers le pistage, pistage holistique, apprend à se connaître soi-même et à marcher, on va dire, en beauté, en harmonie avec la terre. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif vraiment de tuer des animaux ou de chasser, mais vraiment d'apprendre comment se poser des questions, comment lire en fait et s'intégrer et devenir un avec le paysage, comment le paysage m'habite et comment j'habite le paysage. Et il a transmis ça à un jeune enfant qui vivait là, qui s'appelle John Young, qui lui, du coup, a fait des études et allait rencontrer des peuples de chasseurs-cueilleurs, pisteurs, que ce soit aborigènes, en Afrique, chez les San, dans différents endroits dans le monde, en fait, pour essayer de voir quelles étaient les pratiques que ces peuples avaient qui permettaient à leur culture de vivre dans l'abondance, en fait, dans la paix, et qu'est-ce qu'elles avaient en commun. Et donc, c'est des cultures qui, parfois, parmi les plus anciennes, ont 40 000 ans de stabilité. Par exemple, les San en Afrique, et qui tous, justement, pratiquent la gratitude, et qui pratiquent tous des arts ancestraux. Donc, le but, c'est comme rentrer dans une sorte d'état méditatif. Et en fait, tous essayent de développer les dons et de voir que chacun, un peu comme une plante, chacun apporte quelque chose en fait à la terre. Et pour ces peuples, on serait les gardiens de la terre, de la nature. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces compétences, notamment de déduction, finalement du mental, mais développées au service en fait de l'observation du vivant pour préserver les équilibres. Et donc, du coup, il y a toutes sortes de routines qui permettent de se mettre dans ces sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, pour interagir et se laisser habiter en fait par ce qu'on observe dans le vivant. Enfin, c'est difficile d'en parler, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ça a complètement changé ma vie, mon rapport au monde, ma sécurité intérieure, ma relation à l'abondance ouais, au fait que je me sens pouvoir contribuer et trouver ma place dans ce paradis terrestre, en fait. Voilà, donc c'est très vaste, c'est très riche, et en même temps très très simple, parce que justement écouter les oiseaux, par exemple, c'est des pratiques un peu universelles qu'on trouve beaucoup encore dans nos campagnes ici en France, probablement peut-être chez vos grands-parents, ou même vous-même le faites, comme partager les histoires, enfin des choses très simples mais qui sont développées pour que pour les enfants, ça puisse aussi faire des journées avec des jeux, des découvertes où en fait on apprend sans vraiment s'en rendre compte, quoi. Voilà, en gros, c'est difficile parce que ça pourrait évidemment être très long, mais je pense que dans le livre, il y a des propositions et qu'il faut le pratiquer pour le vivre dans son corps, en fait. Cette pédagogie, elle est complètement complémentaire, elle va dans le même sens que plein d'autres, en fait, et ce qu'on a vécu toutes les trois ensemble. D'ailleurs, avant de parler de Montessori, les H-Shield, Isabelle, on l'appelle une pédagogie, mais finalement, ce n'est même pas une pédagogie, puisque c'était leur façon de vivre, eux, nos peuples premiers avant. Et ce n'était pas une pédagogie qui était enseignée, enfin, c'était leur façon de vivre. Et d'ailleurs, je pense qu'ils n'appelaient même pas ça la nature, puisque sinon, ça fait la différence entre la nature et l'homme. Puisqu'ils faisaient partie de la nature, c'était eux, quoi. Voilà, c'est des pratiques culturelles. En fait, l'idée, c'est de régénérer la culture pour recréer une culture qui soit respectueuse du vivant. Donc, effectivement, c'est vraiment une approche, voilà, de pratiques culturelles en lien avec le vivant. Merci Anne-Jeanne pour me permettre de préciser. Et c'est vraiment très riche. Moi, je vais parler de Montessori, mais c'est vraiment très riche parce qu'il y a une vraie
il y a une vraie complémentarité. Et au-delà de la complémentarité, c'est les 3 pédagogies qui nous habitent, qu'on a appris finalement à se transmettre. Et après, même moi, je me suis formée un petit peu en H-Shields et beaucoup en PBL, plus en PBL. Et ben c'est vraiment, voilà, c'est vraiment d'une richesse et ça va c'est complémentaire, mais ça va dans le même sens. Et alors, la pédagogie Montessori, certainement que beaucoup la connaissent, ceux qui sont là. Mais en une phrase, c'est quand même important de savoir que c'est la résultante d'observations précises des besoins des enfants à différents plans de leur développement, et le but étant de les soutenir dans leur construction en répondant à ces besoins profonds. Et moi, je dis souvent d'ailleurs que la pédagogie Montessori, c'est au-delà d'une pédagogie, finalement, c'est même une philosophie. Et alors, je me suis amusée à lister un petit peu les similitudes entre nos 3 pédagogies, même si H-Shields n'est pas une pédagogie, on est d'accord. Par exemple, les longues plages entrecoupées pour atteindre la concentration et approfondir les choses, ça vraiment, on le ressent dans nos 3 pédagogies, et Montessori, c'était très important. L'observation pour déceler les besoins avant d'intervenir, et on appelle ça, nous, dans Montessori, l'aide utile, et ça, on le pratique de façon naturelle aussi dans les autres pédagogies. L'utilisation d'outils vrais, donc on ne fait pas semblant, par respect de l'enfant et par respect de ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, on ne fait pas semblant, vraiment, on coupe pour de vrai, on scie pour de vrai, voilà, on ne fait pas semblant. Et on a les histoires de risques mesurés d'ailleurs, dont Assia a parlé tout à l'heure, avec des présentations. Alors nous, en Montessori, on appelle ça des présentations de matériel ou présentations d'activités, mais là, c'est tout à fait pareil. Quand on va présenter l'utilisation de l'Opinel, voilà, on présente comme un matériel Montessori. L'autonomie, très montessorienne, mais qu'on retrouve aussi dans les autres pédagogies. La notion souvent d'exemplaire unique, qui est assez présente en Montessori, qu'on voit aussi dans les autres pédagogies, où chacun effectue quelque chose finalement en fonction de son besoin, et non pas parce que l'adulte en a décidé pour tout le groupe. Alors, il est possible que, bien sûr, on ait plusieurs opinels, ça va pas faire les uns la suite, mais il y a une scie, par exemple, où si on construit une balançoire, ça va être une balançoire construire, et ça ne va pas être plusieurs pour qu'il n'y ait pas de dispute, et c'est vraiment important pour nous, et dans la pédagogie Montessori aussi, pour ceux qui connaissent. La notion de grâce et courtoisie, Mariam Montessori appelait ça la grâce et la courtoisie, en fin de compte, avec d'autres termes, en H-Shields ou en PPN, on est tout à fait dans le même registre. Susciter la curiosité en se posant des questions plutôt que de remplir des savoirs. Mariam Montessori disait, l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Mais vraiment là-dessus aussi pour les autres pédagogies. La notion d'un environnement préparé. Alors là, c'est vrai qu'on ne prépare pas un environnement d'une classe, d'une ambiance, mais le lieu, on y est venu, nous, en amont, en observation, en repérage, on ne va pas n'importe où. Tout est pensé également, c'est important. Le libre choix des activités, donc c'est avec un respect profond du développement du moment pour chacun, donc le respect des périodes sensibles finalement. Le chemin parcouru plus que le résultat aussi, c'est très important. Et la répétition, très, très importante pour Montessori, et c'est vraiment ce qu'on fait. Voilà, on grimpe 1 fois, 2 fois, 3 fois l'arbre, et pour plein d'autres exemples. Et c'était vraiment pour nous une grande richesse, chacune, de découvrir les pédagogies de l'autre et de découvrir qu'en fait, avec d'autres mots, on transmettait la même chose. Et ces 3 pédagogies, pour nous, c'est vraiment notre but de rendre des adultes de demain autonomes, capables de penser par eux-mêmes et de prendre soin d'eux, des autres, et d'être dans cette responsabilité, finalement, pour former des adultes acteurs de demain et en phase avec les défis qui nous incombent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et pour illustrer tout ça... Vas-y, je te laisse. Pour illustrer tout ça, on voulait vous partager la diffusion d'un reportage France Bleu, peut-être que certains connaissent, qui dure 6 minutes, pour vraiment vous faire passer le message que c'est important et rendre concret le fait qu'être dehors par tous les temps, aucun problème pour les enfants. Attends, parce qu'avant, je pense qu'il est 19h. Ah,
Moi, je vais peut-être devoir partir et du coup, peut-être, je voudrais savoir s'il y a peut-être une ou deux questions brûlantes avant Alors, qu'on fasse la suite. on va revenir sur les retours de souvenirs Oui, et de sentiments liés à la nature par la suite. Il était demandé d'avoir peut-être quelques références bibliographiques associées à ce que vous venez justement de présenter. Alors, dans l'ouvrage que vous avez écrit, il y a un certain nombre de choses déjà qui sont présentes. Est-ce que vous auriez autre chose que vous souhaiteriez partager? Peut-être des références particulières là maintenant qu'on pourrait partager? Ou l'ouvrage? alors sur les H-Hills, il n'y a que en anglais le Coyote's Guide de John Young, c'est l'ouvrage, enfin un des ouvrages de référence. Il y a Tom Brown qui a aussi écrit des livres. C'est ce que je pourrais dire en fait vraiment en termes d'ouvrage. Ensuite, il y a le film de Cécile Faulabert, L'autre connexion, qui filme justement dans cette école au Canada que je vous invite, qui est très intéressant. La dernière référence que tu as dit, le film, tu as dit que c'était? L'autre connexion de Cécile Faulabert, et je crois que vous pouvez le trouver très facilement en DVD. Ok. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est important ce que tu disais, Isa, sur le fait que les HT jusqu'à présent sont toujours en anglais et que pour la première fois, finalement, dans notre livre, c'est en français. Oui, c'est le premier ouvrage francophone. Et alors, avant de te laisser partir sur justement une question sur les Shields, Isabelle, à part la Tracker School qui est aux États-Unis, demande Margot, est-ce qu'il y a des écoles qui s'inspirent des Shields en France? Tout à fait. Il y en a plusieurs. Alors, j'ai pas. Oui, alors c'est vrai que ça serait important. Comment faire? Il y en a une qui s'appelle l'école des renards, qui est en Dordogne. Il y en a une autre près de Lyon. Ah, malheureusement, je suis désolée, je connais pas le nom de toutes ces écoles, mais je sais qu'il y a des écoles primaires en Dordogne. Ils sont même en train de voir créer un collège dont les Chills, on va dire, à la base, et qui par ailleurs suivent les enseignements de l'éducation nationale parce que les Chills comment dire, ne sont pas du tout en. Enfin voilà, c'est très alternatif, mais il y a du temps aussi prévu pour des apprentissages. Enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. Ils peuvent se Voilà. faire en nature d'abord C'est aussi. comme ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que justement, l'idée, c'est voilà, dans l'école de Lyon, je sais qu'ils font tout dehors et que les enseignantes enseignent tout dehors. Donc, il y a les chills qui rythment les journées en respectant le rythme biologique de l'enfant et qui diffusent ces activités. Et à l'intérieur, en fait, il y a tous les apprentissages qui se font en utilisant la nature, avec aussi des références mixtes à d'autres pédagogies par la nature pour les enseignements plus classiques. Et il y a d'autres projets qui sont en train de se monter. Sur le site de Troisième Option, on est en train de faire une carte de tous les mentors et toutes les personnes qui pratiquent les H-Hills en France, en Suisse et en Belgique. Donc, je vous inviterai peut-être, il y a des journées de famille, il y a des journées découvertes, il y a des stages de formation que ce soit sur la vannerie, sur différents sujets. Donc, peut-être vous pourrez trouver des activités qui vous appellent, tester des choses. Il y a des séjours, il y a des choses pour les adolescents, des séjours. Enfin, il y a une myriade d'activités partout, comme dans les autres pédagogies d'ailleurs, vraiment. Mais du coup, ça vous permettra peut-être d'en savoir plus sur ce qu'il y a dans votre région, les projets qui se montent, etc. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses quand même de connexion à la nature, quelle qu'elle soit, selon les pédagogies, qui naissent vraiment de plus en plus pour les vacances, pour les week-ends. Vraiment, on s'en rend compte de ça. Et pour information, là, je regardais dans notre bibliographie, il y a pas mal de choses dans la bibliographie, autant sur H-Hills d'ailleurs que sur Montessori ou sur la PPN, des films, des livres, voilà. PPN, pédagogie par la nature. Merci. Isabelle, il est 19h et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions spécifiques au H-Shields ou... En tout cas, je n'en vois pas, sauf qu'il y en a une qui arrive maintenant. Je crois qu'on va pouvoir te relâcher. Voilà.
Et Merci Isa. retourner dans cette belle espace où on entend bien les oiseaux grâce à toi. Merci beaucoup. Oui, et là Cette justement, on nuit, va je vais devoir dormir dire au dans un revoir aux abri qu'on a oiseaux. construit pour 4 personnes. Pardon? On va devoir aussi dire au revoir aux oiseaux parce que là, moi, j'entends une maison charbonnière derrière toi et on va plus l'entendre quand tu vas partir. Bah, merci en tout cas pour cette invitation, Anaëlle. Merci à vous tous. Je vois que vous êtes 102 à nous écouter. C'est un grand honneur. Et sortez, n'ayez pas peur, ayez confiance. La nature vous soutient. Amusez-vous et beaucoup de plaisir voilà, dans toutes vos activités. Comme disait Ami, plus on sera dehors, mieux ce serait. Il n'y a pas de compétences à avoir. Juste, voilà, ayez confiance en vous. Vous connaissez le chemin. C'est un chemin que l'humanité a parcouru pendant des centaines de milliers d'années. On connaît le chemin. Merci beaucoup pour votre écoute et très belle soirée. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Merci Asia, Isa, merci bonne Anne. soirée. Merci. Bonne soirée. Alors, du coup, j'en reviens à notre reportage qu'on souhaitait diffuser. Je vais essayer de vous le diffuser. Si jamais ça ne marche pas très bien, je te laisserai reprendre la main, Anne-Jeanne. Ouais. Alors, il s'agit d'un reportage qui a été fait avec Pouce et qui, du coup, permet aussi de se rendre compte un petit peu plus concrètement de ce qui est fait. Ça donne des images, ça met des actions sur des discussions que l'on a depuis tout à l'heure. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien la Avec vidéo? Pouce et l'appel de la forêt, hein, les deux. Oui, pardon. L'appel Oui, de la oui. forêt. Est-ce que vous voyez bien la vidéo qui est Oui. prête à être lancée? Oui. Allez, c'est parti. La pédagogie par la nature, c'est avant tout le truc le plus important, c'est le jeu libre. L'importance du jeu libre. L'importance de les laisser... Découvrir la nature. Ah bah voilà. On est là juste pour répondre à leurs questions, s'il y en a, et tirer le fil, comme on dit entre nous. S'il y a quelque chose, il y a un intérêt qui jaillit, par exemple aujourd'hui c'était faire des carquois, et ben voilà, on a tiré le fil. Ok, vous voulez faire des carquois? Qu'est-ce que c'est des carquois? Déjà, c'était un mot pour certains qui ne connaissaient pas. Et comment on pourrait faire? De quoi a-t-on besoin? Et après, on a réfléchi à savoir comment on allait les faire ensemble. Et ben là, il y a eu de la motricité fine, de la réflexion, de la collaboration, il y a eu de l'autonomie, il y a eu plein de choses très 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 riches qui ont jailli juste d'une envie de construction quelconque. Moi, j'appelle ça souvent la liberté encadrée ou la liberté surveillée, si on veut. Dans le sens où, bien sûr, d'un regard extérieur, on a l'impression qu'ils sont libres, mais nous, on est constamment en train de checker si tout va bien et s'ils ont besoin de nous. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'en fait, finalement, quand il y a des conflits, et il est possible qu'il y en ait, ils arrivent à les résoudre par eux-mêmes. On a des responsables de médiation, on a mis ça en place, si besoin. Et donc, ils vont appeler le responsable de médiation. On a besoin d'un responsable de médiation. OK. Et la question à chaque fois, c'est quel est ton besoin? Et ils répondent j'ai besoin qu'il s'excuse, par exemple. Alors nous, notre phrase, on dit souvent, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. La preuve, là, on est en plein vent, sous la pluie moins battante, ça y est. Et on est bien équipés en fait, chacun on s'est équipé. Et est-ce qu'on a froid? Est-ce que vous avez froid les enfants? Non, mais c'est juste un petit peu froid. Ah voilà. Et là, pourquoi on a froid aux pieds? Moi aussi j'ai un petit peu froid aux pieds parce qu'on est dans des bottes. Et le problème des bottes, c'est que c'est pas fourré. Et déjà il y a la cohésion de groupe, à chaque fois puisqu'on est tous ensemble. Et il se passe des choses vraiment dans le groupe, de très belles choses humaines. Et il y a aussi une histoire de confiance en soi. Les enfants, petit à petit, au contact de la nature et au contact de tout ce qu'ils vont expérimenter avec leurs mains, avec leurs pieds, avec leur équilibre, avec leur tête, parce qu'ils réfléchissent à plein de choses, ils veulent inventer plein de choses. Il y a une vraie confiance en eux qui grandit de jour en jour et vraiment on voit la différence à chaque semaine. Quand on s'en sert, on fait toujours comme ça.
ça. Nous, on est totalement, constamment, en train de se poser des questions. Tiens, ça, ah, c'est une trace de ça, et qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi, et qu'est-ce qu'il a fait avant, ou tiens, regardez, j'ai trouvé ça. Parfois on partage des choses, ah, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous pensez, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. On est constamment en train d'éveiller cette curiosité, et surtout, très important, en train de dire aussi que nous, l'adulte, on n'a pas la réponse à tout, et on ne sait pas tout. Et si nous, on savait tout, moi je leur dis souvent, on s'ennuierait. Et heureusement, on est là pour apprendre plein de choses tout le temps, et que eux nous apprennent aussi plein de choses. C'est pas seulement nous qui leur apprenons des choses. J'ai pas envie de leur dire, qu'ils aient l'impression que c'est l'adulte qui a la réponse à tout et qu'ils se rendent compte finalement qu'eux aussi ils ont réponse. Et très souvent je leur dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin de moi? Attends, j'essaye. Et en fin de compte, après avoir essayé, ils y arrivent. Et là aussi la confiance elle s'acquiert en fait naturellement. L'adulte est là juste pour seconder si besoin, mais on peut arriver par soi-même. Hein, yes. Alors, voici un petit reportage. Tout de mon côté, voilà. Voici un petit reportage qui avait été fait par France Bleu. Je vais vous mettre le lien en ligne. C'est trouvable très facilement. Donc, n'hésitez pas à le partager. Est-ce que Anne-Jeanne, tu veux rebondir du coup sur ce partage d'images? Juste pour dire que finalement, c'est tombé super bien parce que le jour où il est arrivé, c'était pas du tout prévu qu'il pleuve. Enfin, voilà, on avait prévu la semaine d'avant. Et c'était génial parce que il est arrivé, toc, tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, on a sorti toutes nos... Et lui, il s'est dit, ah bah zut, il va falloir qu'on rentre, il est un peu perturbé. Et finalement, on est tous restés là, il s'est rendu compte qu'on s'était adapté très facilement, tac, 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 ça c'est vraiment, on s'est organisé. Après, c'est aussi bien sûr une question d'habitude, d'où l'importance d'être bien rodé, avoir tout en amont et prévoir les pantalons de pluie. Enfin voilà, c'est important quand même, on ne se laisse pas avoir. Et c'est vrai qu'on dit souvent, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Et maintenant, les enfants, quel que soit le temps, finalement, ils ont toujours leurs pantalons dans le sac parce que même s'il ne pleut pas, il peut faire froid. Et parfois, ils ont tellement envie de se rouler par terre ou de se faire glisser par terre qu'en fait, tout simplement, ils mettent un pantalon qui ne craint pas et on a un grand plaisir après, sans contrainte, sans frein particulier. Et c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec lui pour qu'il se rende compte de tout ça en concret, voilà, au-delà des mots. Et alors, du coup, je rebondis sur une question qui avait été posée tout à l'heure que je n'avais pas fait remonter tout de suite. Comment est-ce qu'on fait pour se prévenir notamment des tiques quand on va en forêt? Et est-ce que vous avez un petit peu des petits tips comme ça que vous pourriez donner sur l'équipement, sur le fait qu'on a le droit de se rouler dans la boue quand on a un pantalon qui est adapté? Est-ce qu'il y a d'autres petits tips comme ça qui peuvent être intéressants et facilement utilisables? J'avais vu un des autres commentaires sur les enfants, en effet, qui se roulent dans la boue pour le plus grand plaisir de leurs parents qui doivent faire les lessives après. Donc voilà, oui, des vêtements qui craignent pas et des enfants qui peuvent plus s'amuser, évidemment. C'est pas forcément... Ça peut être le pantalon imperméable, ça peut aussi être le pantalon qui va facilement se laver. Pardon, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais faire un tout petit stop. Mais sur les tiques, alors ça, on est ultra vigilant parce que les tiques sont de plus en plus présents partout en France et sur des périodes de plus en plus longues. Avant, il n'y en avait pas à l'automne, l'hiver et le printemps. Maintenant, il y en a même en automne, même au printemps et même parfois en hiver s'il fait doux. Donc, nous, on donne les consignes, on prévient bien les parents en amont des sorties. On leur donne à chaque fois, dans la fiche d'inscription, en même temps que la fiche d'inscription, ils ont un petit document qui vraiment précise la façon de se prémunir et la façon d'ôter les tiques et la façon de bien vérifier le corps s'il y a un érythème qui se présente. Nos recommandations, c'est d'être couvert avec des vêtements longs. Ensuite, on est nous-mêmes, avec nos enfants, on n'est pas forcément... nos propres enfants viennent parfois en short en forêt, parce que quand il fait 40 degrés, ils sont mieux comme ça. Donc ensuite, chez chaque parent qui fait avec sa sensibilité. Et nous, ce qu'on fait dans les périodes où il y a le plus de tiques, c'est on fait ce qu'on appelle le tick check,
qui nous avait été passé en formation. Et c'est-à-dire que deux par deux, à plusieurs reprises au cours de la sortie, on se vérifie, notamment ceux qui sont justement en short, être sûr qu'il n'y a pas une petite qui est en train de monter sur un vêtement ou qui n'a pas mordu, pour l'enlever le plus vite possible et désinfecter tout de suite. Euh, comme on dit et comme beaucoup doivent bien le savoir maintenant, voilà, une tique, on ne fait rien d'autre que l'enlever comme il faut avec un septique et désinfecter derrière. On met surtout aucun produit naturel et on essaye de les enlever les plus rapidement dans les 24 heures après la sortie, c'est l'idéal, et de bien se vérifier dans les 2-3 jours qui suivent parce qu'elles peuvent grossir et donc de vérifier régulièrement le corps, être sûr qu'il n'y a pas un érythème qui apparaît à l'échelle médecin. Et si on peut mettre des vêtements clairs, parce que comme ça, on voit mieux les tiques qui montent, même si c'est plus salissant, c'est vrai, des taches qui ne partent pas, c'est pas grave. Et le check tick, ce qui est rigolo, c'est que c'est devenu un jeu même pour les enfants. Et nous, au départ, on mettait notre téléphone toutes les 20 minutes pour ne pas oublier, etc. Parce que voilà, on peut y penser. Parce que dans le feu de l'action, on oublie. Et ben, les enfants, eux, naturellement, en fait, ils adorent. Et ils se font leur petite tactique mutuelle et ça crée, c'est que des binômes, hein, et ça change tout le temps en fonction de qui on a à côté de soi. Et ça crée quelque chose, ça crée une solidarité, c'est une façon de jouer quelque chose de sérieux, et c'est intéressant. Ensuite, nous aussi, on est aussi dans une région, en tout cas en Île-de-France, où il y a pas notamment l'encéphalitatique, qui c'est pas, voilà, les risques ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Merci beaucoup. Alors, peut-être que du coup, on peut revenir sur les retours qui nous ont été faits tout à l'heure. Avec plaisir. Moi, je vais chercher ma batterie. Parfait, comme ça, j'en profite pour… Et à propos, tiens, de retour et des enfants qui salissent, moi, souvent, ce que je dis, parce que bien sûr, les enfants salissent, c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils se sont laissés aller. Je dis en rigolant parfois aux parents maintenant, ah bah il est trop propre, ça va pas du tout, il s'est pas assez amusé. Et quand ils sont sales, ah bah là, il est bien sale, ça veut dire qu'il s'est bien amusé. Voilà, pour un petit clin d'œil pour justement faire passer ce frein qui finalement est vite dépassé, très vite. Merci beaucoup pour vos recommandations. Alors, tout à l'heure, les uns les autres nous disaient qu'ils avaient des bons souvenirs et des retours agréables lorsqu'ils grimpaient aux arbres. Donc, même encore adulte, j'aimerais encore y monter. Le temps passe moins vite dans la nature. Creuser la terre, explorer le jardin avec mon chien. C'est vrai que les animaux sont un médiateur et un retour à la nature. Le fait de jouer des heures dans le ruisseau qui descend de la montagne et qui traverse les champs. Des vacances passées avec ma grand-mère, ramassage des champignons, plantes médicinales, framboises sauvages. S'allonger dans l'herbe, regarder les feuilles des arbres et écouter le son de la brise dans les feuilles et le chant des oiseaux. Le bonheur total. Les heures passées à 12 ans en haut d'un châtaignier à attendre que le sanglier et le marcassin passent leur chemin. Parfois, on ne dicte pas les lois de la nature, et on apprend à prendre le temps. Une nuit en tente en forêt au Canada. Le bruit des vagues ou de la pluie sur la tôle du toit de la chambre avant de dormir. La rencontre avec des marmottes dans les Alpes. Alors, Rogi nous dit « Hier, j'ai observé des pâquerettes qui ouvraient et fermaient leurs pétales quand le soleil apparaissait et disparaissait. Je me suis sentie vivant et reconnaissant de faire partie de ce tout et d'avoir la chance d'accéder à la nature aisément. Souvenir merveilleux des cueillettes en tout genre, baies ou champignons, un bonheur né dans l'enfance et qui demeure encore à chacune de mes virées dans la forêt ou en pleine nature. La cueillette des champignons, des cèpes en famille, c'est un grand moment de complicité. Au bord de la rivière, y jeter les feuilles mortes présentes autour de nous, les regarder s'éloigner, observer le travail de l'eau, le son des courants, découvrir avec mes enfants les différentes espèces qui viennent et qui font leurs petits dans notre cour, comme les bébés caméléons. Mon dernier ressenti en octobre 2022, à la montagne en Savoie. Un grand apaisement. Aussi souvenir plus lointain en Hollande, paysage apaisant aussi. Voyager en voilier liberté. J'ai souvenir d'une harde de chevreuils dans un champ, un matin en allant travailler dans ma voiture, obligation de s'arrêter et d'observer ce beau moment. Obligation de s'arrêter, je trouve ça très intéressant. La découverte pendant 2 mois d'un arbre à coccinelle pour une maison des enfants. Les enfants ont pu observer 3 types de coccinelles, les étudier. On a construit des activités sur la vie des insectes et cela a fasciné l'ensemble des enfants. On a lu et relu l'ensemble des livres sur les insectes, plus la construction d'un vivarium au sein de l'ambiance.
La nature nous accueille tels que nous sommes, surtout lorsque j'étais au plus mal. L'apparition du rouge-gorge ou le contact avec un arbre magnifique, puissant, m'a redonné de l'énergie, de la gratitude. Explorer les fleurs du jardin, les arbres aromatiques plantés par mon grand-père. Les enfants s'émerveillent quand ils regardent les insectes se déplacent devant eux, se déplacer devant eux, j'imagine. Les roulades dans l'herbe, ça nous fait revenir à nos jeunes heures. Enfant, je regardais le coucher du soleil, j'allais en vacances à la campagne et j'admirais le paysage, ouvrir mes sens pour appréhender toutes les sensations que je vivais. Bien évidemment, la joie de voir les enfants dans la nature à l'école. Avec un groupe d'enfants de 2-3 ans, pendant une promenade dans la forêt au Canada, nous avons découvert un arbre par terre à cause d'une tempête. Les enfants ont passé plus d'1 heure à trouver les fleurs, des cailloux pour mettre autour, et ce lieu est devenu ensuite un lieu de jeu régulier. Chaque jour, l'arbre devenait à la fois une licorne, un bateau, une cabane. C'était incroyable de voir comment cet arbre au sol a marqué leur esprit et permis de développer leur créativité et leur jeu. Quelques-unes qui ont été partagées en dernier. Un de mes élèves a quitté, donc moi, une section maternelle, j'imagine, a quitté son nord natal pour arriver dans le Jura et sa maman m'explique que depuis, il passe plein de temps dehors. Lui-même m'explique que ce qu'il préfère, c'est jouer dans la neige. Il y a 2 semaines, j'étais assise sous un arbre, j'étais en train de jouer de la guitare et tout d'un coup, j'ai entendu du chant, j'ai levé la tête et vu 4 perroquets ou Verdier l'Europe. L'application BirdNet que j'utilise pour connaître les oiseaux m'a indiqué qu'ils étaient Verdier l'Europe. Bref, j'ai arrêté de jouer de la guitare et je les ai écoutés, ce qui a été plus paisible et plus reposant pour moi. Leur chant m'a fait tellement de bien ce jour-là. Tout début de webinaire, entendre le chant des oiseaux m'a rappelé ce moment-là. Merci beaucoup pour cela. Moi, je voulais rebondir sur la patience. C'était intéressant parce que c'est vrai qu'on aurait pu tout à fait le lister dans les bienfaits. Et c'est quelque chose qui, franchement, aujourd'hui, vu qu'on veut toujours tout faire très vite, alors moi, j'appelle ça des fois la génération micro-ondes, nous aussi, hein, à vouloir tout faire tout vite. Et la patience, c'est quand on observe la nature, on se rend compte que il faut prendre le temps, etc., que la nature prend son temps. Et très souvent, on explique aux enfants, non, mais ça ne se fait pas tout de suite. Regarde là, le chêne, avant qu'il devienne un chêne, il est pendant des mois sous terre, on ne le voit même pas. Enfin, tout ce qui se passe et qui fait appel à la patience. Et ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup. Alors, c'est quand même assez étonnant de se dire que finalement, on a tous des très bons moments et des retours extrêmement positifs de moments passés dans la nature. Certaines personnes parlent d'intergénérationnel, de ces souvenirs qui sont toujours aussi présents et qui permettent de se reconnecter beaucoup. C'est toujours assez étonnant de se dire qu'on a vraiment ces très bons moments en tête, qu'on apprécie ça encore aujourd'hui. Et pour autant, comme tu le disais au départ, Anne-Jeanne, finalement, les enfants sortent beaucoup moins aujourd'hui. Et en fait, on sort beaucoup moins aujourd'hui aussi, de manière plus générale, nous les adultes. Alors, est-ce qu'on pourrait discuter un petit peu de pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on sort moins et quels sont les principaux freins aux sorties, que ce soit en famille, en classe, en société? Et est-ce que vous avez quelques conseils aussi pour qu'on puisse se lancer? Alors, je pense que je vais commencer, si tu es d'accord, Anne-Jeanne. Oui, je veux dire. Je pense que si on sort moins, c'est aussi parce qu'on est déjà une génération qui est moins sortie que les générations d'avant. Et donc, les éducateurs d'aujourd'hui, beaucoup ont coupé le... Alors, pas ceux qui sont là aujourd'hui, je pense, mais vu vos commentaires dans les chats, mais énormément ont coupé le lien et pensent qu'il faut avoir des connaissances pour sortir. Donc, ils ne se sentent pas à l'aise quand ils sont en nature avec des enfants parce qu'ils n'ont pas l'expérience et parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, sur l'expérience, tout ce qu'on peut inviter les éducateurs à faire, c'est de eux-mêmes renouer leurs expériences. Donc, il y avait une des questions dans le chat, justement, c'était est-ce qu'il y a des stages pour adultes? Je pense que c'était destiné à Isa sur la Head-Shield, mais voilà, oui, il y a des stages déjà pour les adultes pour se reconnecter à la nature. Il y a les stages de sylvothérapie, les propositions de bains de forêt, les propositions de marche méditative. Maintenant, il y en a dans quasiment toutes les régions de France. Donc déjà, si on sent qu'on a envie d'être accompagné, il peut y avoir des accompagnements en groupe comme ça pour faire des sorties. Donc déjà en tant qu'adulte pour renouer un lien à la nature. Et il y a juste en reprenant avec ses amis, et c'est ce qu'on dit aussi un peu dans le livre, c'est en allant se confronter à d'autres expériences, à d'autres sensibilités.
de faire des sorties avec des gens qui seront plus à l'aise, des gens qui seront moins à l'aise, et ben on va aussi se poser des questions différemment. Et puis ensuite, une fois qu'on aura soi-même en tant qu'adulte renoué un lien avec la nature, on se sentira plus à l'aise pour accompagner les enfants. Et je pense qu'on est toutes les trois assez caractéristiques de ça. On avait coupé notre lien, même si toutes les trois on l'avait eu dans l'enfance. En tant que jeune adulte, on l'avait pas mal coupé. Et grâce à nos enfants et avec nos enfants, et donc c'est encore une fois le processus et pas le résultat, on est retourné en nature, on a réappris avec eux. Et quand on ne connaît pas, et ben on se pose des questions, nous aussi. Donc ça, je pense que c'est un des principaux freins, le manque d'habitude. Et ensuite, pour les enseignants, il y a évidemment le poids des programmes. Et donc, c'est pour ça que les éducateurs à l'environnement, les animateurs nature peuvent soutenir les enseignants pour faire des ponts entre les points du programme et les activités qu'ils vont faire en nature, faire des retours d'expérience sur qu'est-ce qui se passe pendant une sortie, voilà quelle case du programme ça coche. Et il y a un peu ce que disait aussi Isabelle, voilà, faire avec ses propres peurs et ne pas se forcer, aller jusqu'à là où on peut aller pour être bien avec les enfants en nature. Voilà, donc c'est des conseils d'ordre assez générique. J'espère que ça apporte une première partie de réponse et je peux te laisser la parole, Anne-Jeanne, si tu as d'autres points à Moi, rajouter. je voulais pas rajouter beaucoup de choses. C'est vrai qu'en fait, les freins, en fait, on a chacun, enfin, il est possible qu'on ait chacun les nôtres. Et c'est difficile de faire un truc générique, mais l'important, c'est vraiment de s'écouter et pas se dire, alors attends, on a dit que c'était bien d'aller en nature, donc on y va, y aller, on a prévu d'y aller ce jour-là, et ben finalement, il n'y a rien qui faciliterait ça et on y va quand même, on s'y tient. Non, il faut que ça soit, surtout les premières fois, un plaisir pour tout le monde, quitte à y aller pas beaucoup et que ça soit pas assez et que ça crée une envie et que justement ça crée une frustration de il faut qu'on y aille et que ça donne envie d'y retourner, mais pas de faire coûte que coûte et de se dire attends, là on a dit qu'on y allait, voilà, vraiment s'écouter, le but c'est de se faire du bien, hein, c'est voilà, s'écouter et d'y aller petit à petit, tranquille, et en fait naturellement adultes et enfants se rendre compte que c'est agréable et qu'on a envie d'y retourner. Et je rajouterai autre chose parce que je pense que même nous, on y est souvent confrontés, c'est l'information. C'est-à-dire qu'on peut soi-même être habité par l'envie de sortir avec les enfants, mais il faut informer l'entourage. Il faut évidemment faire preuve de pédagogie également avec les parents des enfants qu'on accompagne. Il y a des parents qui n'ont pas envie que leurs enfants reviennent crotter le soir. Il y a des parents qui n'ont pas envie, qui ont peur que les enfants tombent malades. Et donc voilà, il y a un vrai travail aussi en tant qu'accompagnant d'accompagnement pédagogique des familles pour leur dire que non, un enfant qui est convenablement couvert ne prendra pas froid. L'expression attraper froid est une erreur de langage. On n'attrape pas froid. On peut, le corps peut être affaibli et donc être soumis à une bactérie ou à un virus, mais on n'attrape pas froid. Une fois à partir du moment où on est couvert convenablement, les enfants ne tombent pas malades en extérieur, et comme le partageait Anne-Jeanne sur l'expérience des parents, à l'inverse, l'immunité remonte. Mais voilà, c'est un discours qu'il faut transmettre aux parents. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la peur de la nature, la peur de l'extérieur, la peur des insectes, la peur de salir, la peur de tomber malade. Le tétanos fait peur, les excréments font peur. Enfin voilà, il y a plein de choses à déconstruire. Je voudrais rajouter à propos de ça, c'est que de microbes, de salles, etc., c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des bons microbes très importants, on les a oubliés là, des quelques dernières années, et les bons microbes, on les trouve beaucoup dans la nature, et particulièrement, voilà, merci à elle, parce que j'aurais été incapable de dire le nom de la bactérie, Vaccae, ça veut dire vache, ça vient de vache. Et pourquoi ça vient de vache? Parce qu'en fait, les premières fois on l'a découvert, ce microbe, c'était dans la bouse de vache. Et dans la bouse de vache, étonnamment, c'est bon pour la santé, c'est un vrai antidépresseur naturel, etc. Donc, il est vrai qu'il faut aller au-delà de ces freins, mais ne pas oublier ça, ne pas oublier qu'il y a vraiment des bons microbes qui, justement, aident le système immunitaire et juste pour dire, en fait, c'est pas sale, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Ouais, c'est sale, ah là là, c'est sale. La terre, c'est beaucoup moins sale que la pollution, quoi. Et ensuite, si je me permets, je vois qu'il y a plein de questions là qui arrivent sur le chat.
On avait prévu un petit moment pour présenter notre livre, mais je pense que voilà, vous êtes déjà nombreux à l'avoir vu passer. On peut peut-être passer sur la présentation de notre livre et à plutôt répondre à vos questions, parce que je pense que le temps est un peu au bout. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Et puis, garder 2 minutes à la fin pour Ouais. bien illustrer ce dont on parle et qu'on a envie de vraiment de partager et d'incarner avec vous, pour faire ce qu'on appelle un petit jeu des 20 questions et terminer par on ne vous dit pas quoi. Surprise. On laisse. Alors, du coup, peut-être vous voulez donner quelques idées de ce qu'il y a dans le livre, peut-être en passant par le sommaire, et on a parlé un petit peu de ce que les uns et les autres peuvent trouver dedans, mais vous avez certainement d'autres choses à ajouter. Mais vraiment très rapidement, parce que voilà, si les gens sont intéressés, ils iront jusqu'au bout, mais enfin, ils iront jusqu'à le bout de l'achat. Mais nous, notre but là, c'est pas de faire la vente du livre, c'est de partager ce que nous nous tient à cœur. Et il est vrai qu'on l'a construit vraiment en réflexion, avec très important classé par saison. Et avec beaucoup de cohérence et de sens, parce que notre but, c'est de transmettre la cohérence de ce qu'on rencontre dans la nature et de transmettre le sens des choses. Et tout au long du livre, c'est ça en fait qui transparaît, avec cette notion de vivant, dans le sens où on parle de nos expériences, de certaines anecdotes, la première partie sur des rituels, les rituels des Hitchens, et tout du long, ce côté pratique du livre qui peut être emporté partout, avec toutes les activités de quoi on a besoin, et le côté en fond et enfin voilà, on souhaitait vraiment transmettre la notion de fond et de forme. Voilà. Avec à chaque fois du yoga, proposition de yoga à chaque saison, proposition musicale aussi, et un livre un petit peu pratique, même jusqu'au bout, dans le sens où à la fin, il y a un petit rabat, même si on veut mettre on sait que les enfants adorent les trouvailles, les trésors, mettre des trouvailles à la fin du livre pour le remporter à la maison. Merci. Alors, justement, il y a quelques questions qui sont très pratico-pratiques, à laquelle vous aurez certainement des réponses. Une des questions que je ne trouve plus du tout, que j'ai perdu dans le chat, portait sur notamment comment est-ce qu'on fait pour gérer les toilettes pour les enfants lors des sorties. Alors, quand on est en forêt, nous, on appelle ça le pipi nature, et donc c'est aussi simple que ça. On accompagne les enfants, ceux qui l'ont jamais fait pour la première fois. On est avec eux pour leur expliquer comment faire pour ne pas salir, bien s'accroupir. Et on a toujours, nous, un petit sac plastique avec nous dans lequel ensuite on met le papier utilisé pour ne laisser aucun déchet. Et pour les excréments, on leur montre qu'il faut creuser un trou profond. Donc, on creuse avec eux un trou profond et bien enterré par la suite. Ensuite, dans les squares, en général, il y a des toilettes publiques qui sont jamais très propres, mais là, on va plutôt dans les toilettes publiques quand on est en milieu urbain. On fait moins de pipi nature en milieu urbain. On limite plus. Mais ils adorent, déjà l'expression pipi nature, ils adorent, et ils se l'approprient vraiment avec plaisir. Et on fait en fonction évidemment de la pudeur de chacun. Enfin, on s'éloigne du groupe. Et un enfant qui n'a pas envie d'être accompagné, il peut aller évidemment justement plus loin tout seul. Ça fait partie des règles de sécurité qu'on donne au démarrage, de ne jamais s'éloigner seul. Mais s'il a envie s'il en a besoin, voilà, il nous prévient. Et là, c'est le cas où il peut s'éloigner. Merci. Alors, une autre question, comment maintenir ce lien avec la nature dans une école qui n'a pas du tout d'espace nature dans les environs? Et je connais même une école maternelle installée dans un immeuble sans même une cour en extérieur. Oui, en apportant là, on propose d'apporter des éléments naturels à l'intérieur de l'école. On peut par exemple créer un parcours sensoriel au sol en les embarquant d'abord sur des pignons de pin, des petites aiguilles, des feuilles, de la mousse. On peut donc aller récolter en extérieur le plus sobrement possible, mais voilà, les récolter en extérieur pour faire un parcours nature, un parcours tactile avec les mains, des activités créatives. Donc là, en effet, on amènera plutôt la nature à l'intérieur. Et il y a quand même, en général, de la nature, comme on disait, partout. C'est-à-dire que sur les bords du chemin qui mène à l'école, il y a très certainement des mauvaises herbes qui poussent et elles sont intéressantes à regarder également. Et l'idée, ça serait aussi de faire peut-être une table des saisons dans la classe, et que chaque enfant, finalement, que les ducs proposent à chaque enfant d'apporter tout ce qu'il trouve en fonction de sa saison, et de faire en fonction de la saison, et de faire une table de trésors, une table de saison, avec une loupe pour observer ce qui se passe au long de l'année. Très important, il y a des trésors à chaque saison, pardon.
Est-ce que vous avez des recommandations sur le taux d'encadrement spécifique en fonction de la nature du milieu dans lequel on prévoit? On suit les mêmes recommandations que pour les accueils collectifs de mineurs, en fonction de l'âge des enfants voilà, pour les maternelles primaires. Donc, En général, c'est 8 enfants pour un adulte. Nous, on en est là. Nous, on fait ça. Et ensuite, pour commencer les sorties, en revanche, on peut peut-être aller au-delà des textes légaux. Avec des petits, on est évidemment plus à l'aise avec un accompagnant pour 4 enfants et jusqu'à 1 pour 6 en primaire. Là, on est évidemment plus à l'aise que si on suit les recommandations. Et donc, si c'est des sorties scolaires, avec un parent, une ATSEM, voilà, parce que on peut sortir seul en primaire avec ces classes. En maternelle, il faut être 2, et voilà, donc pour plus de confort, voilà. Un pour 4 ou 1 pour 6, c'est évidemment le plus confortable. Merci. Alors du coup, j'ai eu un petit souci de connexion, donc mon chat s'est complètement fermé. Et comme je vois qu'il y a 125 messages à l'intérieur, j'essaie de les retrouver petit à petit. Je sais qu'il y avait encore quelques questions, notamment est-ce que vous avez des aides ou des idées de comment est-ce qu'on peut développer ce type de méthode-là dans des écoles qui ne sont pas du tout familiarisées, alors notamment pour des écoles Montessori, mais j'imagine que ça s'applique un petit peu plus largement. Notre recommandation, c'est d'essayer de trouver des éducateurs à l'environnement, des animateurs nature dans votre région pour vous accompagner sur les premières sorties. Je pense que c'est une bonne façon de faire, d'être avec des gens qui sont, eux, déjà à l'aise. Ça fait un accompagnateur en plus. Et pour se lancer, ceux qui se sont lancés sont souvent passés par là. Il y en a qui se lancent tout seuls, mais voilà, il y en a beaucoup qui se sont accompagnés sur les premières sorties. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs ou d'éducatrices pour lesquels c'est pas aisé, ou il n'y a pas le problème de la sécurité, ça leur fait peur, etc. Donc c'est important c'est ok, ça, c'est ok, mais dans ces cas-là, on demande de l'aide de quelqu'un au moins pour un étayage. Ça, c'est très montessorien pour les aider au départ, et puis après, pouf, ils s'envolent de leurs propres ailes. Je vois qu'il y a une question sur où trouve-t-on ces animateurs nature. Exactement. Alors là, c'est plus compliqué je sais. Alors, vous pouvez ou passer par un groupe Facebook qui s'appelle des outils pour l'animateur nature, dans lequel il y a des animateurs nature de toute la France qui échangent entre eux des bonnes pratiques, donc qui pourraient répondre à vos questions. Il y a le site Classe Dehors qui recense également tous les accompagnateurs qui se sont manifestés sur ce site-là, donc classe-dehors.com. Il y a la PPN, le RPPN. Et voilà, et où se former. Ensuite, il y a le site du réseau de pédagogie par la nature, qui a aussi un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et pour vous former aussi, il y a les dates de formation sur le site du réseau de pédagogie par la nature. Et sur le site du RPPN, Pédagogie par la nature, il y a aussi la liste des gens qui sont formés et qui pratiquent en France, avec, je crois, il y a une carte interactive. Alors, j'ai pas eu le temps de tout écrire dans le chat. Je vous mets là au moins le site pour Classe Dehors, et puis du coup... la PPN, tu peux mettre. La PPN. Ouais. Je vais vous trouver ça. Merci. Peut-être une dernière question, une ou deux dernières questions, et puis ensuite, je vous propose qu'on clôture ce webinaire parce que le temps avance. Et en fait, je crois qu'on a fait quasiment toutes les questions. Hein. Il me semble qu'on a bien avancé. Donc, effectivement, des demandes de littérature, si on peut donner quelques exemples après, dans la foulée de la clôture du webinaire. Et puis, ce que je vous propose, du coup, c'est de passer aux deux petits moments que vous vouliez proposer. Je te coupe parce qu'il y a quelqu'un qui, je crois, a posé la question déjà en fait, c'est la deuxième fois que je la vois et c'est vrai qu'on n'a pas répondu. C'est comment on accompagne les enfants sur la gestion des territoires. Et c'est vrai que c'est une question très pertinente parce qu'elle se pose, et nous, on l'a remarqué d'ailleurs, elle se pose beaucoup au printemps, au moment où les autres êtres vivants défendent leur territoire. Donc, je veux bien laisser Anne-Jeanne répondre, puisque sur les dernières sorties du mercredi,
ces jeux de territoire se sont beaucoup manifestés. Eh ben, c'était très intéressant à observer. Justement, comme nous, dans le jeu libre, on s'est rendu compte de ça. Ils ont vraiment, finalement, alors ou individuellement ou en groupe, fait des jeux de territoire. Et on les a laissés faire, on les a observés, accompagnés si besoin, etc., pour construire peut-être des cabanes ou autre chose. Et après, comme on le disait tout à l'heure sur le partage des histoires, le partage des jeux, le partage de ce qu'on a pu vivre dans la nature, etc., on est tout le temps en train de se poser dans nos petits cercles et on partage. Et donc après, on s'est posé, on s'est dit, tiens, c'est intéressant les enfants. Est-ce que vous avez réalisé que vous faites beaucoup un travail sur les territoires et que finalement vous faites comme les animaux et alors en fait, on les a invités à se poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que les animaux défendent? Et on a fait un parallèle, en fait. Et alors, les animaux, ils défendent quoi? Quels sont les animaux qui défendent plus leur territoire que d'autres? Et c'était hyper intéressant parce que on a tiré le fil, encore une fois. Et c'était très riche. Et tout d'un coup, certains ont dit, oui, tiens, on aurait pu faire ça à plusieurs. Ou non, mais pour moi, c'est important. J'ai besoin de mon moment à moi, mon endroit à moi. En plus, parallèlement, comme on les invite à trouver leur lieu, leur coin médecine, c'est aussi une façon de dire, voilà, ça c'est mon coin médecine, je veux mon endroit pour... le co-médecine, c'est un endroit pour se ressourcer. Et voilà, là pour le coup, le territoire, il est totalement accepté, et puis même d'habitude aussi. Mais c'est intéressant de partager avec eux, en fait, d'observer et après de tirer le fil pour voir leur ressenti et analyser ça ensemble et comparer ça à la nature. Et ça a baissé d'ailleurs ces dernières sorties. Il y a eu moins sur les dernières sorties ces questions de... Il y a moins eu ces questions de territoire dans les derniers moments de jeu libre. Après qu'on les partagé, échangé ensemble, il y a eu moins eu. Mais c'est peut-être un hasard. On est un peu au bout de leur exploration. En fait. Et puis l'été, le printemps commence à s'installer et que les animaux font moins. Ils ont déjà acquis leur territoire et ça y est, on a l'autre étape. Et vous pouvez poser la question sur les territoires, il y a la même question sur les bâtons. Nous, on autorise les jeux de bâtons avec certaines règles qu'on définit ensemble. On autorise aussi les jeux de bâtons. Est-ce qu'on passerait au jeu des 20 questions? Oui, je vous laisse le présenter. Assia, t'as quelque chose, Assia? Non? Alors, je rigole parce que non, j'ai oublié. Voilà, nous sommes... Ok. Mais toi, tu l'as. Voilà. Alors, on appelle ça le jeu des 20 questions. Ça pourrait être 200, mais là, on va faire 20. Enfin, en tout cas, c'est symbolique, la notion du chiffre. C'est quelque chose avec lequel on peut jouer avec les enfants tout le temps. Et l'important, c'est de ne pas avoir la réponse. On s'en fiche, en fait. On n'est pas là, justement, pour remplir de savoir, etc. On est là pour éveiller la curiosité, ensemble, et nous, avec les enfants, et pour inciter à se poser des questions tout le temps et qu'il n'y a pas de mauvaises réponses ou de mauvaises questions, surtout, puisque là, il n'y a pas de réponse. Et donc, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous allez le voir. Ouais. Voilà. Vous voyez là, ouais, on va dire. Et donc, le jeu, c'est de poser des questions. Alors, Assia, donne-en une ou deux histoire de lancer. Est-ce que c'est une plante entière ou juste un bout? Est-ce que ce sont des feuilles ou des aiguilles? Est-ce que ça pique? Ça pique. Qui est-ce qui mange ça? Est-ce que c'est local ou pas local? Voilà. Est-ce que ça colle? Donc, si vous avez envie, vous pouvez vous poser dans le chat des questions là-dessus. Ça se nourrit comme... Et ça se nourrit comment, cette plante? Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se plante? Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça change selon la saison? Évolue selon la saison? Est-ce qu'il y a des petites bêtes qui vivent dessus en ce moment? Ah, je vois que c'est une autre question. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça a une odeur? Est-ce que c'est découpé? Quel animal mange cette plante? Odeur fraîche ou plutôt chaude?
Quand est-ce que tu l'as ramassée? Tu l'as ramassée. Je veux dire, est-ce qu'elle a déjà un peu fané ou pas? Est-ce que c'est une plante d'été, une plante d'hiver? Est-ce que c'est une plante qui a fait des fleurs? Enfin, voilà un exemple Est-ce que ça peut grandir de beaucoup? jeu. Voilà. Et on peut ne pas s'arrêter. Est-ce qu'on peut la faire sécher? Est-ce que ça peut fleurir? Voilà, donc vous êtes complètement rentré dans le jeu. C'est exactement ça. On se pose des questions, on ne cherche pas les réponses et on le fait avec les enfants. C'est un petit exercice mental au final pour aller toujours plus loin dans les questions qu'on se pose sur l'environnement qui Et nous ça, entoure. pour le coup, je crois que c'est utilisé dans la pédagogie Steiner, je crois, hein, les questions. Donc, on vous invite à renouveler cette expérience, Et vous pour de votre plein de côté, choses. avec les enfants. Et surtout, ne pas avoir la réponse parce que, en fait, ce n'est pas le but. C'est vraiment le but, c'est d'éveiller la curiosité et d'apprendre à se poser des questions finalement. Et puis il y avait à une autre conférence qu'on avait faite, il y avait une question intéressante qui était et si on n'a pas de questions? Ah ouais. Et ben en réalité, c'était une question. Donc elle peut amener des réponses aussi. En effet. Et c'est parce que peut-être quand on n'a pas de questions, c'est qu'on n'a pas été habitué justement à oser poser des questions et à se dire que c'est OK. Même si je n'ai pas la réponse, je peux poser la question. Merci beaucoup. Le temps file grande vitesse. Je vous propose qu'on puisse clôturer le webinaire avec peut-être un partage autour d'une gratitude. Je vous Voilà, laisse présenter ça. exactement. Comme on a commencé avec justement notre petit rituel de pépite d'épine gratitude, c'était important pour nous de terminer et on fait ça avec les enfants aussi. On fait un premier cercle d'accueil et un cercle de fermeture. Pour finir, et comme on le fait dans notre livre d'ailleurs, on termine avec notre nous gratitude. Et ben là, on vous invite tous à évoquer, alors partager ou pas, enfin, avec vous-même ou dans le chat, et ben une gratitude envers la nature ou envers vous-même. Voilà. On a commencé avec le chant des oiseaux, on termine avec une gratitude. Et ben moi, j'exprime ma gratitude au fond qui accompagnait ton salon, je crois, Anne-Jeanne, parce que tu as apporté un peu de forêt dans cette discussion virtuelle. J'avais en même temps de la gratitude par un coin de fenêtre, je vois aussi la montagne. Mais voilà, j'ai eu deux sorties du monde virtuel grâce à ces deux sorties-là. Donc, c'est ma gratitude du jour. Et j'ai de la gratitude, je vais dire aussi pour moi d'avoir osé faire ce webinaire. Merci Anaëlle pour l'invitation. Mais voilà, une gratitude personnelle aussi d'avoir fait l'aventure. C'est pas tous les jours. Et moi, gratitude envers vous tous, là, les participants. C'est toujours difficile de parler, pas dans le vide, heureusement, parce nous, on se voit, nous, alors que nous, on ne vous voit pas. Mais merci pour votre présence, même pas physique finalement, mais une présence que nous avons ressentie et par votre interaction et le côté vivant. Et ça, c'était important pour nous d'être dans le vivant. Et merci, alors que c'était du virtuel, que ça soit réel et vivant. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir partagé autant, d'avoir donné beaucoup aussi de temps et d'énergie dans l'organisation de ce webinaire qui, je crois, se ressent. C'est un webinaire qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir et je pense que c'est très agréable et ça donne aussi des idées de comment est-ce qu'on peut faire des choses avec les enfants, même si on n'a pas évidemment les mains dedans directement, mais ça donne une idée de comment est-ce qu'on peut échanger, comment est-ce qu'on peut partager des choses. Ça donne très, très envie d'essayer un certain nombre de choses autour de la nature. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir été aussi actifs. Merci à vous deux d'avoir répondu positivement à notre invitation. J'en profite aussi, avant de complètement clôturer, pour vous rappeler qu'on a un prochain webinaire qui devrait être arrivé normalement le 24 mai. Pour l'instant, il n'est pas encore ouvert, mais on va le mettre en ligne très rapidement sur le site de l'ISMM. Donc évidemment, ce webinaire-là sera en replay sur le site de l'ISMM et vous trouverez aussi l'inscription au prochain webinaire qui sera à nouveau donc, le 24 mai. De 16h à 17h30 et qui sera en présence de Solange de Nervaux, qui est une neuroscientifique qui travaille notamment autour des bienfaits ou en tout cas des effets de la pédagogie Montessori chez les enfants.
Et vous aurez beaucoup plus d'informations d'ici très peu de temps postées directement sur le site. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour tous les échanges que vous continuez à avoir dans le chat. Et puis, je vous propose de clôturer cette session. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.